commencer la réunion. Cette année, on a décidé de prendre un certain nombre de sujets, j'allais dire, à enjeux politiques et géopolitiques. Et donc, on commence aujourd'hui par cette question centrale, je dirais, l'état de la démocratie, en France, et on verra, mais plus largement. La prochaine réunion, je vous l'annonce un peu à l'avance, en octobre, ça sera sur la question de l'Ukraine. C'est un peu incontournable, et les redéfinitions géopolitiques qui s'annoncent. Et puis, en janvier, on abordera la question de l'armée, avec un certain nombre de militaires, et notamment l'armée française, où en est-elle? Voilà, donc vous voyez ce genre de thème qu'on tient à traiter. Alors, aujourd'hui, on va commencer par un thème qui s'appelle l'état de la démocratie. C'est un thème hautement problématique, si je puis dire, avec évidemment, on peut penser, quand on pense à l'état de la démocratie, on pense à l'angle politique directement, mais on voudrait aussi aborder, pas simplement la question directement électorale ou politique, quoi qu'on on l'abordera, mais aussi, je dirais, la dimension plus politique, sociale et surtout culturelle, c'est-à-dire du point de vue de l'évolution des mentalités. C'est un sujet qui nous intéresse particulièrement. Alors, on fera le point là-dessus. À la fois, on va partir de la France, mais on va élargir le sujet ensuite aux États-Unis. Alors là, je vais vous présenter un peu les intervenants, mais même sur la question de l'Europe, un certain nombre de pays européens. Alors, vous connaissez, pour ça, on a fait appel à deux amis de Politique Autrement, qui sont déjà intervenus tous les deux d'ailleurs. Jérôme Fourquet, qui est directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'Institut, c'est l'IFOP, qui est co-auteur, alors ça c'est le dernier livre, parce qu'il y en a d'autres qui ont été publiés, La France sous nos yeux. Et puis Laure Mandeville, que vous connaissez, qui est une grande reporter du Figaro, je dirais, qui a beaucoup voyagé dans le monde. Parce qu'entre les États-Unis, la France aussi, au moment des élections présidentielles, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a les pays de l'Est, il y a la Russie, j'en oublie pas. Et là, vous revenez de Géorgie. C'est ça. Voilà. Donc, on pourra essayer justement d'élargir le sujet. On va partir de la France, mais on va aussi élargir le sujet, puisque le sujet, c'est aussi la montée de ce qu'on appelle le national-populisme, est inéluctable à la fois en France, mais on prendra aussi un certain nombre d'autres exemples. Alors, je vais commencer tout de suite par une première question. On va commencer, que je vais poser à Jérôme Fourquet. C'est la première question que vous avez eue dans l'annonce. Comment comprendre le développement de l'abstention de génération en génération? Mais je vais peut-être commencer par un préambule. Je vais poser directement la question sur le fossé des générations. Bon, j'ai un certain nombre d'opinions là-dessus, mais j'aimerais bien connaître celle de Jérôme Fourquet. Est-ce que les générations vivent aujourd'hui? Qu'en est-il de ce fossé? Est-ce que les générations, peut-on dire qu'aujourd'hui, les jeunes et les vieux vivent dans des mondes différents? Parce que c'est quand même la question auquel on est confronté. J'y rajouterai une question peut-être pas problématique, mais vous dites à un moment donné que la génération des baby-boomers s'est terminée dans 20 ans. C'est une réalité, donc elle va disparaître, je veux dire, physiquement, on va dire. Et j'aimerais savoir votre point de vue, ça va donner quoi du point de vue des mentalités? Voilà, alors je commencerai par là, puis ensuite j'aborderai la question des fractures culturelles, et ensuite je donnerai la parole à Laure Mandeville. Voilà, vas-y. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre invitation et puis pour votre présence. Alors cette question des générations, il en est souvent question en sociologie et également dans le traitement de l'actualité. Vous vous souvenez peut-être qu'au moment de la crise Covid, on a parlé d'une guerre des générations. Donc nous, on n'irait pas jusque-là, d'après les données d'enquête dont on dispose à l'IFOP, parce que bien évidemment, il y a des différences, il y a des clivages très importants en termes de représentation, en termes de valeurs, en termes de façon, de mode de vie également, mais il y a quand même, on l'oublie souvent dans ce schéma de la guerre des générations, des liens ou des forces de rappel qui sont extrêmement puissants entre les générations, qui sont les liens familiaux et les liens personnels. Autant dans la lutte des classes, il arrive souvent que vous n'ayez dans votre entourage que des gens du même milieu social que vous, autant par la force des choses, j'allais dire biologiquement, vous êtes en contact avec des gens de différentes générations.
Et donc on a pu avoir un certain nombre de tensions, vous vous souvenez peut-être de l'expression « hockey boomer », etc., etc. Mais on voit bien, de manière très très prosaïque, par exemple, l'ampleur des transferts financiers qui existent d'une génération à une autre, avec des parents ou des grands-parents qui aident les nouvelles générations à s'installer dans la vie, par exemple. Et donc, nous, on nuancerait quand même cette question, cette thématique, alors c'est assez vendeur médiatiquement, de la guerre des générations. Une fois qu'on a dit ça, et donc c'est un grand sujet de discussion avec Jean-Pierre Le Goff, on peut poser le diagnostic d'une génération du baby-boom qui, en gros, était la dernière à avoir grandi dans un référentiel culturel qui était globalement un référentiel culturel qui avait été hérité de la longue durée. Et que les générations qui suivent se construisent, ou se sont construites, sur des référentiels qui sont très fortement différents. C'est ce que nous avons appelé la sortie d'une vieille matrice catho-républicaine, et qui fait qu'aujourd'hui, sur ces générations montantes, on est sur encore une fois, des référentiels, des systèmes, des modes de vie ou autres qui sont très très différents. Alors je vais prendre quelques exemples. Et on peut même parler, on a échangé avec Jean-Pierre Le Goff là-dessus, d'une espèce de basculement anthropologique. Donc le terme est assez lourd, mais c'est pour montrer un peu la profondeur des phénomènes. Alors comment ça s'illustre? Quand on parle d'anthropologie, par exemple, la conception de la famille, vous avez jusqu'aux années 90, 10% d'une classe d'âge qui correspond à des naissances hors mariage. Aujourd'hui, on a plus de 60% d'une génération chez les nouveau-nés. Donc vous imaginez un instituteur ou une institutrice qui commence sa carrière dans les années 80, elle a sur une classe de 30 enfants, 3 enfants qui sont nés hors mariage. Elle part à la retraite aujourd'hui, elle en a plus de 60%. Hein, donc ça. Alors on peut dire, c'est né hors mariage, mais il y a le Pacs, etc. Autre élément de bascule anthropologique, alors qui peut paraître anecdotique, mais c'est un de mes dadas. Si vous voyez par exemple une pratique qui était complètement inconnue et iconoclaste sous nos latitudes il y a encore 40 ans, qui s'appelle le tatouage. Vous avez aujourd'hui 18% de la population française qui est tatouée. Si vous prenez les plus de 65 ans, c'est 1% de l'effectif. Donc si monsieur n'a pas fait son service dans la marine ou s'il n'exerçait pas des métiers très très particuliers, il n'y a aucune chance statistique qu'il soit tatoué. Sur les moins de 35 ans, on a un tiers de la population qui est tatouée. Alors on peut dire, bon, c'est un effet de mode ou autre, mais vous voyez bien que dans le rapport au corps, la volonté de se singulariser, l'ouverture aux influences culturelles étrangères, tout ça se condense dans cette pratique du tatouage. On est sur des choses, encore une fois, qui paraissaient complètement incongrues et qui se sont complètement banalisées. Nous avons aujourd'hui 4000 artisans tatoueurs en France. Il reste 10 000 prêtres catholiques. Et donc on peut penser qu'à horizon 20 ans, on va arriver à parité. Donc vous voyez, bon, des choses comme dans ce type-là. Autre élément, toujours, hein, si j'essaie de rester sur l'anthropologie, donc la conception de la famille, le rapport au corps, très vieille querelle en France entre la gauche et la droite, entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, mais il y avait un certain nombre d'axiomes de base qui étaient partagés. Vous savez, comme en géométrie, on dit 2 points, ça fait une droite, etc. etc. Donc c'est des axiomes, les briques élémentaires sur lesquelles ensuite on peut bâtir des controverses. Parmi ces éléments qui étaient partagés par tous, la question, par exemple, de la hiérarchie des espèces entre l'espèce humaine et le règne animal, qui était totalement établie à gauche comme à droite, et c'était absolument pas un sujet de débat. Et vous voyez arriver la question autour du courant animaliste qui se développe et qui est en train de prendre beaucoup d'importance. Et les enquêtes d'opinion qu'on peut mener montrent qu'il y a effectivement des écarts qui sont extrêmement marqués en termes de réponse aux questions sur ce type de sujet. C'est-à-dire que, là encore, on voit bien que c'est le sous-jacent ou le sous-bassement sur lequel une société se construit qui, aujourd'hui, fait l'objet d'interprétations diverses. Je reste sur
conceptions anthropologiques. Vous savez que sous le quinquennat précédent, on a voté l'élargissement de l'accès à la PMA, procréation médicalement assistée, pour les couples de femmes et les femmes seules. Et donc quand on interroge les Français là-dessus, 2/3 d'entre eux sont favorables. Ils disent on a un vieux pays égalitaire, si les couples hétéros ont droit à la PMA, pourquoi les autres n'auraient pas droit? Et ensuite on refait d'autres sondages en disant, parce que tout le monde ne s'intéresse pas forcément au fond de ces questions, en disant en fait, vous avez bien compris que dans un schéma comme ça, couple de femmes ou femmes seules, il n'y a pas de père dans l'histoire. Est-ce que vous êtes favorable ou pas à l'élargissement de la PMA, entre parenthèses, remboursée par la sécurité sociale de surcroît? Là, on n'a plus tout à fait les mêmes scores, on est à 50-50. Quand vous regardez les résultats, dans le détail des générations, les plus de 65 ans sont opposés aux 2/3 avec cette formulation, parce qu'ils disent quand même, la conception de la famille, c'est un père et une mère. Et vous avez la même proportion, 2/3 des moins de 35 ans, qui sont, eux, favorables, y compris avec ce libellé-là. Donc vous voyez que sur des sujets aussi fondamentaux et profonds, on est sur des évolutions très fortes. J'arriverai peut-être sur un dernier point, mais dont on reparlera tout à l'heure. Je reprends l'exemple de mon institutrice avec sa classe d'école. Dans les années 60, donc la génération du baby-boom, deuxième version, naît dans une France où 1% des nouveau-nés portent un prénom arabo-musulman, en 1960. Les générations qui naissent aujourd'hui naissent dans un pays où 19% des nouveau-nés portent un prénom arabo-musulman. Les données de l'INSEE indiquent que sur les 0-4 ans, 30% de ces enfants ont au moins un ascendant, donc jusqu'aux grands-parents, au moins un, extra-européen. Et donc ces nouvelles générations grandissent aussi dans une société qui est de facto une société qui est multiculturelle. Ce qui change fondamentalement toute une série de thématiques et qui nous fait nous approcher, par certains côtés, de problématiques qu'on connaît depuis très longtemps aux États-Unis, c'est-à-dire la question des équilibres démographiques au niveau d'un État, au niveau d'une ville, au niveau d'un quartier ou d'une école, sujet qui ne se posait absolument pas quand les générations du baby-boom se sont constituées une conscience politique et une vision de la société. Donc vous voyez, c'est des registres ou des répertoires très différents, mais qui nous montrent qu'on est effectivement sur des perspectives qui sont très très divergentes. Sur la question de l'abstention, notamment comment ça touche les jeunes, est-ce qu'on observe depuis des années une accentuation de cette abstention électorale? Alors, si on fait la photo à un instant T, on constate qu'on a, par exemple pour l'élection présidentielle, mais encore davantage sur les élections comme les législatives, un différentiel de participation qui peut être de l'ordre de 30 à 40 points entre les plus de 65 ans et les moins de 35 ans. Donc il est quand même colossal. Ça, c'est la photo à un instant T. Si on regarde comment les choses ont évolué dans le temps, on constate une montée structurelle de l'abstention générale, élection après élection. Il y a quelques contre-exemples, mais c'est assez massif. Et un élément d'explication de cette montée structurelle de l'abstention, parce qu'on pourrait dire qu'il y a une défiance vis-à-vis du politique, un moindre intérêt, le fait qu'on ait essayé la gauche et la droite et qu'on en soit revenu, etc. Donc tous ces facteurs jouent, mais il y a un facteur dont on parle assez peu, c'est le renouvellement générationnel, et le fait qu'au fil des ans, des générations très très civiques disparaissent et sont remplacées par des générations qui entretiennent un lien qui est beaucoup plus distendu à l'acte de vote. On a écrit des choses à l'IFOP sur ce sujet, en parlant, avec un jeu de mots qui vaut ce qui vaut, d'une crise de foi républicaine, et qui montre que il y avait une dimension éminemment sacrée, et très chargée symboliquement dans l'acte de voter. Vous vous souvenez la première fois que vous êtes entré dans un bureau de vote en accompagnant vos parents, la première fois que c'est vous qui avez voté, on a dit tout haut votre nom. Ça se passe un dimanche comme quand on allait à l'église. Et aujourd'hui, tout ce rituel républicain apparaît complètement désuet, comme l'est le fait d'assister à la messe. D'ailleurs,
le président du bureau de vote et ses assesseurs, hors élection présidentielle, à tous les autres scrutins, ils sont à peu près aussi désœuvrés que le vieux prêtre qui dessert la messe. Il y a à peu près aussi peu de personnes dans sa salle de classe que dans la nef de l'église. Donc tout ça montre que... alors, ils ne se désintéressent pas forcément aux politiques, ils peuvent s'y intéresser par d'autres manières, mais le fait d'aller voter est quelque chose aujourd'hui d'assez désuet. Alors c'est intéressant de constater, par exemple, que certains départements, c'est toujours les mêmes, vous savez, le jour d'élection, on n'a pas grand-chose à dire, à midi, donc on parle de la participation. Alors où est-ce que c'est à midi l'endroit où on a le plus voté, l'endroit où on a le moins voté? Alors le moins voté, c'est la Seine-Saint-Denis à chaque fois. Et là, on vote le plus, donc on se tire la bourre entre le Lot, la Dordogne et le Gers. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces départements? C'est des départements où la moyenne d'âge est quand même plus élevée qu'ailleurs, donc il y a des générations civiques sont un peu plus représentées. Et ce sont des départements où survivent encore des traces de cette religion républicaine. Vous savez que dans ces endroits-là, souvent on érige un arbre ou un mât devant la maison du nouvel élu, que de ce fait il est obligé de payer la tournée à tout le monde, etc. etc. Et donc il y a encore des survivances locales de cette foi ou de cette culture républicaine qui agissent un peu comme une couche protectrice et qui fait qu'on vote un peu plus dans ces endroits qu'ailleurs. Mais donc tout ça, encore une fois, nous met sur la piste d'un basculement, d'un basculement profond lié au renouvellement générationnel. Ok. Alors, pour poursuivre sur ce point-là, comment vous décririez le nouveau paysage, j'allais dire à la fois politique, mais un peu culturel? C'est-à-dire, quelles sont les grandes lignes de fracture? On parlait de l'archipel, bon, la France morcelée. Quelles sont ces fractures-là? Et puis je pourrais poser une autre question, parce qu'elles peuvent être très diverses. Est-ce qu'il y a une articulation possible à partir de... Au-delà de la diversité, elles se rejoignent exactement sur quel point précis, ces fractures? Alors peut-être d'abord les fractures qui sont nombreuses. Alors, en sciences politiques, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont développé une théorie qui est assez intéressante, qui s'appelle la théorie des clivages, qui expliquait qu'un pays, un paysage politique se structurait, ou devait ou pouvait se structurer autour d'un clivage majeur. Donc ils ont listé différents dans l'histoire contemporaine, donc qu'on retrouve pour partie en France. Et donc si on applique cette grille de lecture à la société française, on peut dire que en France, de la Révolution jusqu'aux années, c'est pas facile, on est au carbone 14, là, des années 60, 70, 80, on a eu un premier clivage historique, c'est entre le clivage entre catholiques et le bloc catholique et la France laïque, en fait. Donc ça a été un clivage structurant sur lequel s'est superposé assez bien un deuxième clivage extrêmement puissant, donc qui est hérité de la révolution industrielle, qui est le clivage entre capital et travail. Et donc c'est là-dessus qu'a reposé le clivage, c'est la traduction politique, c'est électoral, c'était le clivage gauche-droite. Ça a été très puissant, hein, en fait, si vous prenez les travaux d'un historien comme Vauvel, il a écrit un beau livre qui s'appelle Géopolitique de la Révolution française. Il essaie de regarder, alors il fait plein de cartes, donc ça m'intéresse les cartes toujours, plein de cartes au moment de la Révolution en disant à quel moment les choses se sont cristallisées. Et donc il regarde, est-ce que c'est la question, donc il y avait la Grande Peur, les insurrections vendéennes, etc. etc. Et il arrive au constat que, et d'autres chercheurs derrière lui sont retombés là-dessus, qu'en fait le grand schisme, c'est au moment de la constitution civile du clergé, entre les prêtres qui décident de jurer fidélité à la Constitution et les autres. Alors il y a une lecture qui est un peu erronée parfois en disant c'est eux qui ont amené, en fonction de la prise de position du prêtre, la paroisse a basculé dans un camp ou dans un autre. D'autres ont dit non, en fait c'est pas du tout comme ça que ça s'est fait, c'est que le prêtre savait exactement où basculait sa paroisse et comme je suis leur chef, je les suis en fait. On a, alors, comme souvent en France, il y a des historiens américains qui sont très pointus, et donc il y a quelqu'un qui s'appelle Timothy Tackett, un Américain, qui avait dépouillé tout ça, qui a dressé une carte magnifique des prêtres jureurs et non-jureurs, et c'est à très peu de choses près la carte de l'affrontement gauche-droite de longue durée, donc juste après le 89,
jusque quasiment on peut dire même en 1981, Giscard Mitterrand, les cartes se superposent très bien. Il y avait déjà beaucoup moins de monde dans les églises en 81, mais il y avait... Voilà. Tout ça était très confortable parce que c'était un bloc granitique qui ne bougeait guère. Et le problème, c'est que ce clivage, il a perdu beaucoup de sa force et de sa capacité structurante. Quand je dis le problème, c'est pour l'analyse. Et qu'on a vu émerger d'autres clivages qui, là aussi, malheureusement pour l'analyse, n'ont pas la capacité structurante ou reconfigurante qu'avait cet ancien clivage. Et donc aujourd'hui, il y a plusieurs clivages, il y a des vieux qui en perte de vitesse, d'autres qui montent, et tout ça donne un aspect d'archipel ou de kaléidoscope, parce qu'en plus, ils n'ont pas la bonne idée de se superposer parfaitement les uns aux autres. Alors on peut en citer deux qui me semblent majeurs, et qui ont produit des effets électoraux, qui ont émergé à partir des années 80 et 90. Le premier, j'en ai touché deux mots, c'est la montée en puissance de la question liée à l'immigration, avec, de mon point de vue, une année importante qui est l'année 1983, où nous avons la marche des beurs, les grandes grèves dans les usines automobiles, quand il en restait en Île-de-France, avec une très forte main-d'œuvre immigrée. Il y a aussi toute une série de faits divers, et qui actent une forme de surgissement de la question immigrée dans la population générale, et qui font prendre conscience à la fois à cette population immigrée, mais aussi à la population générale, que, contrairement à l'expression allemande de Gastarbeiter, de travailleurs invités, ces personnes n'étaient pas là invitées chez nous, elles s'étaient installées, elles avaient fait des enfants, et ces familles avaient vocation à rester. Et 1983, c'est la première percée électorale du Front National à Dreux, lors d'une élection partielle. Et puis ensuite, il y a l'élection européenne de 1984, où Jean-Marie Le Pen fait un peu moins de 10%. C'est intéressant parce que Le Pen n'a jamais... Alors, sur le plan économique, il a pas mal bougé, mais sur les fondamentaux, comme on dit aujourd'hui, c'est resté d'une grande stabilité depuis la création du Front National en 1972. Sauf que de 72 à 83, il parle dans le désert, que la société française ne prête aucun écho ou attention à ce qu'il raconte, et que tout d'un coup, ça se met à accrocher à partir de ce moment-là. On a cru, pour certains, qu'on faisait face, ou on avait affaire à un feu de paille comme l'extrême droite française nous avait habitués à en vivre, qu'il s'agisse du mouvement Poujade ou du vote en faveur de Tixier-Vignancourt en 65, après l'indépendance de l'Algérie. Sauf que nous sommes près de 40 ans plus tard, et que la PME Le Pen se porte mieux que jamais. L'héritière a été 2 fois de suite au deuxième tour de l'élection présidentielle. Elle a fait 41,5% des voix au deuxième tour. Donc ça, c'est la question de l'immigration. Et puis, deux autres clivages qui se sont révélés. D'abord, un qui est lié à l'immersion et la connexion croissante, ou l'ouverture croissante de la société et de l'économie française à la mondialisation, avec, les économistes appellent ça le taux d'ouverture de notre économie, qui a doublé en 30 ou 40 ans, les exportations, les importations. L'accélération tout à fait spectaculaire de l'intégration européenne, avec le traité de Maastricht en 92, l'arrivée de l'euro en 2002, le développement d'Erasmus, etc., etc., les accords de Schengen qui font que vous ne voyez plus jamais un douanier, il n'y a plus de guérite. Donc on a la même monnaie, il n'y a plus de frontières. Et donc tout ça produit des effets de réalité, c'est-à-dire qu'on a toute une partie de l'électorat ou de la population qui est soit à l'aise. Alors certains disent les gagnants de la mondialisation ne sont pas tous gagnants, ils sont à l'aise dedans, en tout cas ils ne la rejettent pas, ils s'en accommodent. Et puis on a une autre partie de la population qui, pour toute une série de raisons économiques, sociales ou culturelles, ne s'y retrouve pas ou s'estime lésée. Petite parenthèse, c'est notamment sur cette base qu'ont éclaté les deux grands blocs qui étaient l'UMP-LR et le PS. Et c'est avec, je pense, la montée en puissance de cette question européenne et de la globalisation et d'une espèce de, on pourrait dire, l'émergence d'une classe sociale internationalisée ou assez ouverte, eh bien c'est ça qui a fourni la base sociologique à l'avènement d'Emmanuel Macron. Et vous vous souvenez que
le meeting qu'il va tenir dans l'entre-deux tours de la présidentielle. Donc c'est un meeting important. Marine Le Pen est créditée de scores élevés pour le deuxième tour. Il décide de le faire à Strasbourg, au pied de la cathédrale. Le meeting se finit par l'hymne à la joie, etc., etc. Et si le macronisme a pas mal évolué dans sa courte existence, il y a un point fixe quand même, c'est l'attachement à la construction européenne qui a été rappelé à chaque crise, notamment au moment de la crise Covid. Vous vous souvenez, l'épidémie flambait dans le nord de l'Italie. Ensuite, il y a eu le fameux variant britannique. Et il était hors de question de fermer les frontières. C'était une espèce de sacrilège absolu en Macronie, avec la fameuse formule « le virus n'a pas de passeport ». Celui qui le porte en a un. Mais voilà. Donc il y a cette question de la globalisation et de l'accélération de l'intégration européenne. Et puis il y a un troisième, il y en aurait d'autres, hein, mais il y en a un troisième qui est en train de monter en puissance autour de l'écologie, avec une partie de la population qui est très sensible à ces thématiques, qui considère qu'on est à quelques années du cataclysme final et qu'il faut de toute urgence essayer de influer sur le cours des choses. Et une autre partie de la population, alors Laure Mandeville en parlera bien mieux, mais nous ne sommes pas aux États-Unis. Je pense qu'il n'y a pas un gros camp climato-sceptique en France aussi structuré qu'aux États-Unis, mais il y a toute une partie de la population qui est beaucoup moins sensible à ces thématiques-là. Alors, c'est un clivage qui est émergent parce que pour qu'il y ait un clivage, il faut qu'il y ait deux blocs qui s'affrontent. Là, on en voit un qui se constitue, qui est très allant sur la question, mais il n'y a pas son pendant opposé, en tout cas pour l'instant, jusqu'à ce que le premier bloc arrive à imposer un certain nombre de politiques publiques qui peuvent, en réaction, susciter une opposition forte quand il va s'agir de limiter telle ou telle pratique, acheter une côte de bœuf, rouler à 130 km/h sur l'autoroute, etc., etc. Voilà. Mais c'est en devenir. Et donc, alors, on est plutôt sur du gauche-droite, là, mais c'est quand même un peu plus compliqué que cela. Et donc, vous voyez que voilà, ces clivages n'ont pas forcément la bonne idée de s'agencer parfaitement. Et donc, chaque vieille famille politique est parcourue par tous ces clivages, ce qui donne, de mon point de vue, son caractère un peu kaléidoscopique ou archipélisé à notre société, qui a perdu la division centrale qui l'organisait historiquement. Bien, merci. Je vais me retourner vers Laure Mandeville en lui demandant de réagir par rapport à ce que vient de dire Jérôme Fourquet, par rapport à ce que vous avez vu, peut-être d'abord commencer par les États-Unis. C'est-à-dire, parce que vous avez quand même suivi toute la campagne de Trump, vous avez interrogé un nombre de gens, de conservateurs américains. Aujourd'hui, d'ailleurs, on parle carrément le fossé, c'est dans un article du Figaro du 18 août, vous parlez du fossé de l'antagonisme entre les camps n'ont cessé de se creuser. On ne sait plus qui croire, c'est une de vos expressions, et on est dans une ambiance de totale division du pays. On dirait que les fractures par rapport à ce qui vient d'être annoncé sont encore plus marquées, avec, certains diront, des risques de guerre civile qui renvoient à une vieille histoire aux États-Unis. Alors peut-être je vais vous demander de réagir par rapport à ce qui a été dit, les points communs, les différences, et où en est-on du point de vue de la crise qui est quand même, qui paraît extrêmement importante, de la division des États-Unis. On ne sait pas d'ailleurs comment tout ça va se terminer. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Très bien. Ok. D'abord, Jean-Pierre, merci beaucoup de m'inviter à débattre avec Jérôme Fourquet, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et d'estime, et pour ses travaux. Et puis, évidemment, sous votre direction, ou ta direction, je me sens ici presque chez moi, puisque c'est la 3e fois que je viens. Donc, merci beaucoup. J'étais tout à fait intéressée par ce qu'a dit Jérôme Fourquet, ce qu'il a expliqué, ce qu'il a rappelé en fait de ce référentiel catholico-républicain qui a façonné notre histoire depuis tellement longtemps et jusqu'à si récemment, puisque ce qui est absolument, selon moi, absolument vertigineux, c'est la rapidité finalement après une période très très longue avec laquelle cette révolution, ce que Jean-Pierre appelle souvent une révolution anthropologique, ces produits, ces changements véritablement profonds et rapides de la psyché collective entre les anciennes et les nouvelles générations.
Et c'est vrai qu'en l'écoutant, je me disais que il parlait beaucoup de ces rituels, à la fois républicains et catholiques, en fait, en les rapprochant finalement et en disant qu'ils avaient disparu. C'est très frappant ce que vous racontez sur le fait que le vote, par exemple, n'a plus la même importance et qu'elle avait à l'époque une importance, vous dites, presque quasi religieuse, en fait. En tout cas, dans un rituel qui rappelait le rituel de la messe. Et je me disais aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé, ça va faire le lien avec les États-Unis, c'est que nous sommes entrés dans une période, je dirais, post-religieuse, et en France, peut-être républicaine, c'est ce que vous semblez dire, et que ce post-religieux a créé un vide absolument gigantesque, tout ça j'y viendrai tout à l'heure, mais peut-être une crise de sens absolument profond à travers l'Occident, et que sont en train de s'engouffrer dans la brèche, soit de nouvelles religions, qui représentent un des facteurs absolument clés de la crise que nous vivons, notamment avec l'islam, en France et en Europe, mais aussi des post-religions. C'est-à-dire qu'il me semble que le wokisme et toute une série de manières, en fait, de pratiquer le sociétal aujourd'hui relèvent du religieux. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, notamment aux États-Unis, c'est le cas presque aussi de la question écologique, où il y a une sorte de vision apocalyptique, en fait, du monde qui vient. Donc chacun a son apocalypse. Sur la droite, c'est l'apocalypse migratoire. Sur la gauche, c'est l'apocalypse environnementale. Et donc tous ces éléments montrent, en fait, cette espèce de recherche de nouveaux référents religieux, à la place puisque Dieu est mort, on cherche d'autres référents, et ça se répète, je dirais, et ça, je voulais juste dire un mot de cette histoire de tatouage, que je trouve extrêmement intéressante, puisque vous dites, c'est assez déstabilisant, mais bon, 4000 artisans tatoueurs, 10 000 prêtres catholiques, donc je me disais, c'est que dans le tatouage, c'est un philosophe américain qui me faisait remarquer ça, qu'il y a une volonté, il y a l'aspect scarification. Et l'aspect scarification, disait-il, et je trouvais ça très intéressant, c'est aussi pour ces jeunes générations une manière de montrer qu'elles existent vraiment. Donc il y a quelque chose de réel dans leur vie, quelque chose de fort, et que dans cette époque justement de recherche, en fait, peut-être que ça peut expliquer cette espèce d'engouement absolument, en effet, très frappant pour le tatouage. Pour revenir aux États-Unis, justement, je pense que le mouvement qui a surgi, en fait, sur la scène politique américaine avec Trump, et que moi j'ai couvert comme reporter déjà en 2015, en fait, puis 2016, j'étais venue en parler, donc je ne serai pas très longue sur le phénomène Trump, mais pour rappeler, c'est qu'il me semble avant tout que ce mouvement, et c'est en tout cas comme ça qu'il était traduit dans toutes les conversations que j'ai eues sur le terrain à travers cet électorat, notamment dans les régions absolument clés qui ont fait basculer l'élection, c'est-à-dire l'Ohio, la Pennsylvanie, le Wisconsin, en fait tout ce Midwest finalement qui a basculé d'un vote Obama vers un vote Trump. C'est la question de la crise de confiance. Il me semble que ce qui traverse avant tout l'Occident, cette crise de politique, c'est une crise de confiance absolue dans les élites politiques qui nous gouvernent. Et la conviction, en fait, que ces élites ne savent plus où elles vont. Je crois que j'avais déjà raconté ici la dernière fois que ça m'avait beaucoup frappé aussi dans la province française, et que se répétait cette idée, nos gouvernants ne savent pas où ils vont. Et c'est vrai qu'il y avait comme, dans les observations que j'avais pu faire, que je raconte dans mon livre, il y a eu comme une sorte de matrioshka emboîtée de cette conviction, puisqu'on l'a trouvée sur le terrain trumpiste
pour exprimer cette révolte en fait de ces régions américaines abandonnées vis-à-vis de leurs élites. C'était aussi le cas de l'électorat, par exemple, lepéniste en 2017, que j'avais rencontré aussi, par exemple, à Laval, où je racontais le cas de d'une jeune assistante qui travaillait, serveuse, qui travaillait dans un hôtel, et qui disait « Je vais voter Marine Le Pen », alors que nous votions avant à droite, parce que nous avons le sentiment que nous devons nous substituer au pouvoir politique qui ne voit pas que notre pays est en danger, que notre pays est engagé dans une direction absolument catastrophique, qui va nous mener à une catastrophe, avec les frontières ouvertes, la montée de l'islam, etc. Tous ces thèmes, finalement, profondément culturels ou régaliens qui préoccupent en fait ces populations. Et donc dans cette crise de confiance, et j'avais retrouvé ça aussi en Allemagne de l'Est vis-à-vis de l'Allemagne de l'Ouest, et enfin en Europe centrale vis-à-vis de l'Europe de l'Ouest et de Bruxelles. Donc c'est vrai un empilement finalement de ces remises en cause de la capacité des élites à aller dans la bonne direction. Et évidemment, pour eux, l'affaiblissement, la remise en cause, elle tourne autour de l'affaiblissement de la nation. Et c'est vrai que dans le trumpisme, c'est avant tout l'idée qu'il faut à nouveau renforcer la nation. Et ça se décline dans tout le programme de Trump, d'abord par la question de la frontière, qui est absolument capitale chez lui, puisque quand il dit on va construire un mur, c'est la première chose qu'il dit quand il annonce sa candidature sur son fameux escalator de la tour Trump, on va construire un mur, et c'est ça qui le projette au sommet en fait des sondages de la primaire républicaine, et il n'en redescendra plus malgré toutes les horreurs qu'il pourra dire sur pas mal de sujets, tous ces excès, toutes ces fanfaronnades, tous ces propos choquants, parce que les gens, ce qu'il a tapé en fait dans le mille d'une préoccupation absolument majeure de cet électorat. Et la question des frontières, c'est évidemment la question de l'immigration, mais aussi mais aussi la question du commerce, de la protection, du protectionnisme. Donc ça nous ramène à ce que disait Jérôme Fourquet, c'est-à-dire cet autre grand thème en fait qui émerge, qui est la globalisation, qui finalement ne profite pas à tous, et dont toute cette Amérique désindustrialisée qui émerge, cette Amérique des classes moyennes ou classes populaires qui se sentaient classes moyennes et qui ont continué à le penser alors même que la question de la globalisation était déjà sur la table, à l'époque de Reagan par exemple, parce que sous Clinton, ils étaient rentrés dans une économie de dette qui a permis de mettre une sorte de pansement, de band-aid, diraient les Américains, de sparadrap sur cette question-là, et de retarder en fait le réveil et cette fameuse révolte. Et aussi, il y a évidemment un élément capital dont vous avez déjà commencé de parler, c'est la question, je dirais, des valeurs, c'est-à-dire cet électorat se dresse contre l'idéologie d'un progressisme qui a perdu la tête. Et donc ça, c'est absolument clair. Et pourquoi ils envoient Trump? Pourquoi c'est Trump qui surgit? Parce que Trump, c'est l'homme qui porte rhétoriquement le coup de bélier au politiquement correct et à toute cette idéologie qui émerge, et que les gens, dont la moitié de l'Amérique a le sentiment qu'elle lui est imposée par la force, et qui pense qu'elle n'a pas droit à la parole, et qui veut recouvrer le droit à la parole et être à nouveau assise à la table de la politique avec des valeurs qui ne sont pas les valeurs de l'élite dominante. Et donc c'est vrai que il est évident que dans les valises de cette Amérique, disons, abandonnée, des ouvriers, des classes populaires, qui a longtemps voté à gauche, qui était démocrate, mais qui a le sentiment que le Parti démocrate n'a plus rien à voir avec le parti de John Fitzgerald Kennedy, qu'ils aimaient, se détournent, s'en vont, mais il y a aussi tous les bataillons d'une Amérique conservatrice qui avait perdu l'espoir de voir revenir en fait une opportunité de défendre en fait les valeurs qui sont les siennes, et qui voit que Trump est prêt à porter les valeurs de la défense des institutions traditionnelles qui ont
était, disons, la base de la société américaine et du projet américain quasiment depuis l'origine, qui sont effectivement les valeurs religieuses, puisque l'Amérique est un pays extrêmement religieux, donc church, la nation et la famille traditionnelle. Et donc tous ces éléments-là, ils ont le sentiment, enfin, cette moitié de l'Amérique, qui ne se retrouve pas dans les réformes qui sont menées, tambour battant aussi, voilà, se dresse aussi dans le sillage de cette Amérique, disons, trumpiste, pour réclamer son droit à la parole, et elle suit Trump, même si Trump est un mécréant, même si Trump ne va jamais à l'église, même si Trump n'arrive pas à citer un seul verset de la Bible, ce qui est quand même assez rare, disons, sur la droite de l'échiquier politique américain, puisque c'est un pays encore profondément religieux. Et c'est vrai que ça, c'est un élément quand même, je pense, de différence avec la France. C'est que, au fond, je crois que c'était Joseph Bottom, dans une interview qu'il m'avait donnée, absolument, que j'avais trouvée passionnante, avait expliqué que le protestantisme, en fait, était le fleuve qui avait complètement irrigué la société américaine, la politique américaine, et qu'il avait finalement façonné jusque dans les années 60, et qu'à partir du moment où peu à peu ce protestantisme va refluer sous la pression notamment de la théologie sociale, et puis après de toute une idéologie de la gauche, en fait, qui va dans certains cas peu à peu mettre au rencard, en fait, le protestantisme, vous avez, il y a une sorte d'effondrement, en fait, de tous les référents, et que pour lui, cette espèce ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution woke, c'est en fait une sorte de ferveur religieuse, une manière pour un pays profondément religieux et profondément puritain de retrouver une forme de ferveur, une forme de religion, pour remplir le vide. Donc d'un côté, disons, le nationalisme, une sorte de retour à l'Amérique d'abord, qui, selon moi d'ailleurs, dans l'ensemble n'est pas un racisme au départ. Le trumpisme, pour moi, c'est un nationalisme. Et de l'autre côté, donc, ce wokisme, qui donne finalement deux volcans, mais là, j'en viens à la question que pose directement Jean-Pierre, c'est pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à une ambiance de guerre civile. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre les choses si on ne regarde pas de près ce que j'ai essayé de faire dans le premier chapitre de ce livre, qui est consacré en fait au diable Trump et aux anges démocrates, qui est une manière de revisiter ce qui s'est passé pendant les 4 ans de Trump, et de montrer en fait que, bien sûr, que Trump est un facteur de déstabilisation très important, mais le gros problème, c'est que l'opposition à Trump, c'est-à-dire le Parti démocrate, l'opposition, a vu en Trump le seul problème du trumpisme, alors qu'en fait Trump n'est qu'un symptôme, et que derrière Trump, il y a une véritable rébellion, et le fait de ne pas avoir saisi cette rébellion et d'avoir voulu excommunier le diable a mené à une sorte d'hystérisation totale, en fait, de la scène politique américaine, où, c'est vrai, Trump a répondu, si vous voulez, il y a eu une montée dans les tours, en fait, politiques pendant tout ce mandat, que je vois comme une sorte de danse hystérique vers la désagrégation de la politique traditionnelle, c'est-à-dire en tant que conversation politique entre gens qui ne sont pas d'accord. Et donc c'est devenu un choc effroyable, où l'un s'est senti menacé et les autres ont voulu excommunier. On a eu tous les épisodes de l'affaire de russe, etc., les tentatives d'impeachment successives. Bref, son électorat a eu le sentiment qu'il n'était pas reconnu, qu'il était finalement... la réponse n'était qu'une réponse de disqualification, et qu'on ne pouvait pas entrer dans une sorte de dialogue entre démocrates et républicains. Alors c'est vrai que les démocrates diront « mais c'était pas possible de dialoguer avec lui puisqu'il était complètement fou, complètement hystérique ». Moi, mon sentiment, c'est que c'est une responsabilité absolument partagée et qui nous mène à un moment extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, depuis l'affaire de la réélection de Trump et de sa prétention
au fait que cette élection a été volée. On voit bien qu'il y a, au-delà de lui, de cette accusation qui est gravissime, puisqu'il ne reconnaît pas le résultat des élections, on voit bien en fait que personne ne veut reconnaître l'autre, puisque son élection n'avait jamais été véritablement reconnue, même si Hillary Clinton n'était pas allée jusqu'à ne pas reconnaître le résultat, heureusement, mais lui est allé un cran plus loin. Donc on voit bien qu'il y a une désagrégation, une montée en puissance de cette remise en cause des institutions, et on voit côté à droite une sécession politique et mentale d'une partie de l'électorat, puisqu'il y a aujourd'hui quand même 68% des républicains qui considèrent que cette élection s'est tenue dans des conditions d'illégalité. C'est quand même absolument colossal. Et c'est très préoccupant pour l'avenir, puisque le camp républicain est très embêté, puisque aujourd'hui, la base de Trump est tellement forte, justement cette conviction d'avoir été dupé est tellement importante qu'il y a véritablement une menace qui pèse aujourd'hui sur les institutions américaines. Et on voit bien que de l'autre côté, on a également une attaque sur les institutions qui n'est pas du même ordre, qui est beaucoup plus d'ordre idéologique, mais qui a gagné toutes les institutions. Aujourd'hui, le phénomène woke, l'idéologie woke veut remettre en cause les bases du projet américain. C'est aussi très important. Donc on est puisque, si vous voulez, on peut le résumer par l'idée qu'aujourd'hui, il y a un projet qui est porté notamment par le New York Times, qui est le projet 1619, dont vous avez dû entendre parler, c'est-à-dire que l'idée que finalement, l'origine de l'Amérique commence quand les premiers bateaux d'esclaves arrivent aux États-Unis, en 1619. Et donc, le projet américain est par définition un projet vicié, un projet maléfique, et il faut tout défaire et repartir sur de nouvelles bases, mais qui ne sont plus les bases du projet de l'égalité devant la loi, qui était le projet de 1776, le projet américain. Alors c'est vrai que la réponse de l'autre camp, c'est de dire oui, il y a eu des fautes terribles, qui restent des blessures ouvertes dans le champ social et politique qu'a été l'esclavage, mais il y a eu, au fil du temps, avec lenteur, certes, avec des allers-retours, les droits civiques, etc. Et peu à peu, un progrès qui a mené à la réelle égalité des droits et à une situation où aujourd'hui la minorité afro-américaine dispose heureusement de tous les droits civiques, même si elle a pris un retard considérable sur le plan socio-économique, ça c'est vrai. Et donc le problème, c'est que vous avez véritablement deux forces sociopolitiques qui, en fait, sont en train de menacer les institutions américaines. On pourrait revenir sur quelle est la plus dangereuse. Moi, je pense qu'il y a d'un côté une révolution, c'est la révolution woke, et de l'autre une rébellion, très dangereuse aussi. On pourra y revenir. Je resterai là-dessus. Je voulais juste une question, parce qu'il y a à la fois les États-Unis, mais il y a aussi dans votre livre, là, sur la question, il y a quand même toute une enquête en Italie, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas. Et je poserai un peu la même question, et je demanderai ensuite de réagir par rapport à ce qui était dit, notamment sur les États-Unis, à Jérôme Fourquet. Mais je poserai un peu la même question, c'est-à-dire, comment vous, à travers tout ça, quelles sont les principales fractures? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ordonne le tout? Si j'ai bien compris votre propos, vous avez peut-être déjà un peu répondu. Oui. C'est la question de la crise de confiance, parce que c'est là-dessus que vous mettez l'accent sur le livre, la oui. crise de confiance vis-à-vis des élites. C'est en fait le nœud qui permet de regrouper un peu l'ensemble des choses que vous avez pu observer ou analyser dans les différents pays. Et à travers ça aussi la question de la nation. La nation, crise de la nation. Donc c'est bien ça. Mais en fait, je pense qu'on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a la crise de la... En fait, au fond, il y a une crise de la nation qui entraîne en fait si vous voulez, avec toutes ces manifestations, qui fait qu'il y a ce que raconte très bien Jérôme Fourquet, c'est-à-dire que le tissu, qu'on est dans une tour de Babel, c'est-à-dire que nos sociétés ne savent plus, finissent par ne plus savoir ce qu'elles ont en commun, et se demandent ce qu'elles ont en commun, puisque
tout est remis en cause. C'est aussi une crise de la transmission, puisque nation implique une continuité, famille implique une continuité, et toutes ces continuités sont en train d'être totalement mises à bas, en fait, ou détruites par un processus qui est presque un processus, qui est une crise, je dirais, de culpabilité occidentale extrêmement forte, qui fait que si nous sommes si mauvais, il faut détruire. Donc et je pense que c'est aussi une crise de la modernité ou de la postmodernité, je ne sais pas. C'est-à-dire que il me semble qu'un des termes qu'on peut utiliser absolument clé dans toute cette affaire, c'est la crise des limites. C'est-à-dire, il y a les limites des frontières, mais il y a aussi les limites, justement, de ce que l'on peut faire ou ne pas faire. C'est-à-dire qu'on est rentré en Occident dans l'idée que les droits à être ce que je veux et devient plus important que tout ce qui implique des limites, c'est-à-dire l'autorité, c'est-à-dire la biologie, c'est-à-dire la nature, c'est-à-dire la loi, un État, une autorité étatique, le maître à l'intérieur de l'école, et donc tout ce qui a instauré aussi une forme de verticalité et une forme de continuité est en train de disparaître. Je crois que c'est absolument fondamental pour comprendre le vertige dans lequel on est. Pour revenir à la question de la transoccidentalité de cette crise, c'est qu'effectivement, ce qui est absolument frappant, ce qui m'a frappé toutes ces dernières années, c'est que où que l'on aille, les problèmes se posent quasiment dans les mêmes termes. C'est ça qui est quand même absolu. Alors il y a des différences, parce que par exemple il y a la question de l'islam qui est centrale et majeure en France, par exemple, et elle ne l'est pas aux États-Unis, où il y a une minorité absolument très petite aux États-Unis. En plus, cette minorité musulmane, dans l'ensemble, est constituée d'élites, donc de gens beaucoup plus intégrés. Et puis aussi, les Américains, comme ça concerne, il y a eu des phénomènes de terrorisme, de loups solitaires, terroristes, non intégrés. Donc il y a des phénomènes qui rappellent et qui ont beaucoup inquiété les Américains, mais ils n'ont pas prêté autant attention parce que c'était malgré tout très, très petit, et aussi parce qu'ils sont persuadés, à mon avis ils se trompent, qu'ils ont trouvé qu'ils ont la bonne méthode d'intégration et que nous avons la mauvaise, et qu'au fond, si nous n'arrivons pas à intégrer les populations musulmanes, c'est parce que nous sommes profondément, systémiquement racistes et que le républicanisme français n'est pas capable, en fait, et impose trop de choses, alors que personnellement, je suis en total désaccord avec ça. Mais on voit, par exemple, aux Pays-Bas, quand vous vous baladez dans un certain nombre de régions qui sortent de ce qu'ils appellent l'arc en fait, de la zone urbaine, et que vous repartez soit vers le nord ou alors vers le sud-est, vous apercevez que les mêmes thématiques que celles qu'on trouve dans la France périphérique de Christophe Guilluy ou dans le pays profond du Midwest américain sont les mêmes, c'est-à-dire incompréhension des élites, sentiment d'abandon, non-protection, on réclame des frontières et d'une protection supérieure, le retour de désindustrialisation, retour de... etc. etc. Et pourtant, alors c'est vrai que pourtant les Pays-Bas sont un pays profondément dynamique sur le plan économique. Alors c'est vrai que ça leur a permis de rester au pouvoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ces partis populistes ne sont pas arrivés aux affaires parce qu'ils sont bloqués par le système de coalition qui gère en gros la politique aux Pays-Bas, et aussi par, disons, la puissance de leur économie. Mais sur le plan de l'islam, alors que c'était un pays vraiment pro-immigration, mais profondément, quoi. Ils ont complètement changé sur ce domaine. Vous avez des pays comme la Suède, qui était un pays ultra ouvert, où on avait le sentiment qu'on avait inventé un modèle aussi d'intégration, et ce modèle est totalement en crise. Et ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez ces dichotomies entre la fuite en avant progressiste
et les sortes de... et le peuple qui ne suit pas. Alors, pas au même point, parce que par exemple, aux Pays-Bas, ce que je raconte, c'est que vous avez des choses incroyables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la question du genre, par exemple, il y a une loi qui vient de passer au Parlement, parce qu'il y a un petit parti extrêmement actif qui s'appelle D66, qui a imposé dans l'agenda de la coalition cette réforme, alors qu'elle n'est pas du tout partagée par les autres partis, mais en fait c'est des histoires de je vous donne ça, vous me donnez ça, donc ils ont fait passer cette loi qui permet à n'importe quel citoyen néerlandais aujourd'hui de se présenter à la mairie de sa ville et d'imposer un changement de sexe sur sa carte d'identité sans même passer par un docteur, une vérification, un processus particulier. Donc c'est vraiment un phénomène purement déclaratoire et qui ne correspond à aucune réalité biologique ou même médicale, parce qu'on comprend qu'un transsexuel, lui, change son sexe. Et j'ai d'ailleurs vu aux Pays-Bas un philosophe, qui est une ancienne femme, qui est un transsexuel, et qui, lui, se disait absolument effrayé par cette dérive, justement, dans laquelle était engagé le mouvement woke aux Pays-Bas. Et ce qui était intéressant, c'est que eux n'avaient même pas les sortes de contre-feux qui sont comment dire, allumés dans un pays comme la France, où malgré tout, entre les bataillons catholiques, mais aussi une intelligentsia soit laïque, universaliste, ou de droite d'ailleurs, ou de gauche, qui se dresse, qui réfléchit et qui dit on ne peut pas continuer comme ça, il se passe quelque chose de dangereux. Aux Pays-Bas, il n'y a aucun débat, puisque c'est un pays économiciste, où on préfère ne pas peiner les autres, et donc le débat n'a pas lieu, et donc ça avance. Et donc c'est très intéressant de voir ces allers-retours. Je dirais qu'en Suède, par exemple, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'après avoir été très très loin sur la question transgenre, et avoir permis des changements très très jeunes pour des jeunes enfants de 10-12 ans, ils s'aperçoivent que c'est une véritable catastrophe au niveau générationnel, qu'ils ont des classes d'âge complètement perdues, qui ne savent plus qui ils sont, où ils sont, et ils sont en train de faire machine arrière sur le plan aussi législatif pour encadrer en fait ces processus. Donc ce qui est intéressant, c'est de se demander, et je voulais la poser la question à Jérôme Fourquet, c'est est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi des revers, enfin des retours en arrière sur ces questions-là, oui ou non. Je ne sais pas si je dois dire un mot de l'Europe centrale, non, c'est pour après. Hein. Oui, je te poserai la question après. Oui, je voulais que tu réagir à ce qu'il dit. Alors, notamment sur les États-Unis et la différence, les points communs et les différences par rapport à la situation française. Alors effectivement, il y a ça a été très bien dit par Laure Mandeville, il y a toute une série de problématiques qu'on va retrouver de part et d'autre de l'Atlantique. Vous avez parlé de la question de la frontière. Je parlais d'Emmanuel Macron et son virus qui n'avait pas de passeport. Et on voit bien que la frontière était déjà au cœur d'une élection présidentielle en 2012. Quand Patrick Buisson conseillait Nicolas Sarkozy, il avait placé la question de la frontière. Voilà, donc cette question de la frontière nous rapproche. Il y a un vieil adage qui dit que ce qui se passe aux États-Unis va nous arriver 20 ans plus tard. Alors avec l'accélération du temps tout court, on peut penser que ça va nous arriver peut-être plus rapidement chez nous, mais pas forcément tout. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit dans les universités françaises qu'il y a le développement de cette idéologie ou de ce courant de pensée woke. Nous, à l'IFOP, on a mené des premières enquêtes auprès d'échantillons nationaux représentatifs sur ces sujets-là, pour déjà voir quel était le niveau de notoriété ou de connaissance, donc de diffusion, des principaux, des principales thèses du mouvement woke. Donc on testait un certain nombre de concepts sur la masculinité toxique, etc., et donc voir si ça parlait aux Français. Et donc on voyait que c'était en devenir, si je puis dire, mais qu'on avait des jeunes générations. On a 80% d'une classe d'âge au bac, donc il y en a quand même un certain nombre qui vont à la fac derrière, et qui étaient quand même travaillés par ces sujets. Donc là, il y a des proximités qui existent.
Néanmoins, il y a quand même pas mal de différences, je trouve, entre les États-Unis et la France. On a parlé du facteur religieux. On a encore aux États-Unis entre 25, 30, 35% de la population qui est chrétienne pratiquante et très majoritairement sur ces 25% la base évangélique qui a constitué le fer de lance ou le noyau central autour duquel s'est agrégée la coalition sociologique qui a porté Donald Trump au pouvoir. Le même Patrick Buisson que je viens de citer avait été interrogé dans Le Monde au moment du mouvement de la Manif pour tous. Et donc il avait théorisé l'avènement d'un populisme chrétien. Bon. Et donc je me retourne aujourd'hui et essayer de regarder où se trouve le populisme chrétien en France. Donc des catholiques pratiquants, on a dit, il n'y en a plus beaucoup, c'est 4-5% de la population française. Et souvent en plus, ils ne sont pas très populaires. Donc il n'y a pas de cette base sociologique très forte qui fait qu'on n'a pas non plus tout à fait les mêmes problématiques. J'étais très frappé de ce qui se passe autour de l'avortement aux États-Unis, avec des textes de loi qui étaient dans les tiroirs, et dès que la Cour suprême a fait sauter le verrou, il y a toute une série d'États du Sud et du Midwest qui ont interdit l'IVG chez nous, dans leur État. Et très vite, alors là ça renvoie au le beau livre de Régis Debray sur comment nous sommes devenus américains. Très vite, il y a eu des belles âmes en France qui disent qu'il faut absolument constitutionnaliser en France le droit à l'IVG parce qu'il est menacé chez nous. Bon, on se pince, quoi. Donc on voit bien comment aussi l'espèce de mimétisme et le fait que toute une partie de nos élites regardent de manière énamourée ce qui se passe aux États-Unis, ça date pas d'hier, mais ça se renforce sans doute. Alors même que je pense qu'il y a des erreurs d'analyse, parce qu'encore une fois, le facteur religieux et le facteur de la guerre culturelle est quand même beaucoup moins avancé, beaucoup moins structuré chez nous que chez eux. Dernier point peut-être de différence, le rôle et l'importance des modes de scrutin. On est sur un pays, les États-Unis, où depuis la nuit des temps, il y a deux tribus, il y a les bleus et les rouges. Alors les Américains, vous savez, ils sont daltoniens. Les rouges sont de droite et les bleus sont de gauche. Mais donc il y a ces deux blocs. Et donc le but du jeu, c'est ce que Trump a réussi à faire, c'est gagner la primaire. Donc il y a des combats internes au sein de chacune des familles politiques, mais à la fin, on est bloc contre bloc. Or, en France, certains politologues ou autres ont théorisé là aussi qu'il y avait un affrontement entre deux blocs. Donc je renvoie notamment aux travaux de Jérôme Sainte-Marie qui parle d'un bloc élitaire et d'un bloc populaire. Alors, tout dépend de quelle élection vous prenez en référence. Si on prend le deuxième tour de l'élection présidentielle, ça peut à peu près tenir debout. Mais si vous prenez le premier tour, il y a à minima 3 blocs. C'est-à-dire que dans cette affaire, on voit bien qui est le bloc élitaire, qui est le bloc populaire. Mais où est-ce qu'on met les 22% qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Et donc on a un degré de fragmentation politique en France qui est nettement plus poussé qu'aux États-Unis, et ce qui rend la lecture des événements quand même plus compliquée. Donc voilà un petit peu les points de convergence et de différence qu'on pourrait retrouver, avec si peut-être... parce qu'à juste titre, on a beaucoup parlé lors de la victoire de Trump de ces fameux États de la Rust Belt désindustrialisés qui étaient passés d'un vote démocrate à un vote républicain. Mais on oubliait quand même que Trump était majoritaire dans la catégorie des Américains qui gagnaient plus de $100 000 par an. C'est-à-dire que c'était la base républicaine classique, antifiscale, très aisée, etc., etc. Et donc il avait réussi à faire l'alliance entre une partie de la bourgeoisie américaine, parce qu'il y en a une qui est très progressiste également, et puis une base populaire, alors soit venant de chez les démocrates, soit venant historiquement des républicains dans les États du Sud, tous ceux qui vont à la méga church le week-end. Et donc c'est cette coalition-là qui avait permis son élection. Alors en France, quelqu'un a essayé de rejouer l'affaire. On va peut-être en parler tout à l'heure. Il s'appelle Éric Zemmour. Il avait théorisé son ambition de faire l'alliance entre la bourgeoisie patriote, comme il l'appelait, et les classes populaires.
Et force est de constater que cette alliance ne s'est pas produite. Et donc il y a eu une division du travail, comme on disait dans le temps, à Marine Le Pen, dans ce couloir-là, les classes populaires, et à Éric Zemmour, la bourgeoisie patriote. Quand vous regardez la géographie du vote Zemmour, qu'il s'agisse d'ici à Paris, c'est plutôt les beaux quartiers de l'ouest parisien, c'est les Yvelines, et des scores très faibles dans toute la France périphérique. Et quand il s'est présenté aux législatives, au hasard, il a pris la circonscription qui lui avait été plus favorable à la présidentielle, c'est la circonscription de Saint-Tropez, ça ne s'invente pas. Et donc vous voyez que même à l'échelle d'une circonscription, il fait ses meilleurs scores dans le golfe de Saint-Tropez, et dès qu'on monte dans l'intérieur des terres, c'est le candidat frontiste qui s'impose. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas cette capacité à réaliser cette alliance entre une bourgeoisie conservatrice, qui n'est pas forcément traditionnaliste, mais qui serait déstabilisée par ces questions culturelles sur le wokisme, sur la thématique zémourienne du grand remplacement, etc., et les catégories populaires qui sont aussi travaillées par ça, mais également par la question sociale. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas vu l'alliage se sceller. Donc là, on va aborder la dernière question, parce que je suppose qu'il y a une question dans la salle, à propos de l'avenir de ce qu'on peut appeler, enfin si on peut appeler comme ça, le national-populisme. Est-ce que c'est inéluctable? Je poserai une question plus précise à propos de Zemmour. Zemmour, je ne sais pas si c'est l'analyse qu'il fait de son échec, mais dit à un moment donné, j'étais carrément en seconde position, et ce qui m'a complètement déstabilisé, c'est l'agression en Ukraine. Et donc, il a tendance à indiquer que les causes de son échec sont là. Est-ce que ça suffit Est-ce que ça suffit pour l'expliquer? Et d'autre part, deuxième question, ensuite je donnerai la parole à Laurent Mandeville, concernant l'avenir du Front National. Est-ce que oui ou non, il y a une possibilité, parce que tout ce qui a été dit quand même depuis le début dresse un tableau, je dirais, pas pessimiste, assez réaliste. Est-ce que cette situation, alors on dit toujours, ça peut continuer à glisser indéfiniment, on ne comprend plus rien, mais ça continue de glisser avec un taux d'abstention, etc. Ou il y a une réaction, et ça j'y reviendrai également avec Laurent Mandeville, qui va se faire, avec une possibilité d'un parti comme le Front National qui reprenne le dessus. Je pense souvent, une analyse en disant, bon, c'est des analogies historiques avec des moments de l'histoire où finalement il y a des très grands désordres. On en parlait avec Patrice Guénifé la dernière réunion, on parlait de 48, et à un moment donné arrive quelqu'un qui se fait élire d'ailleurs avec un nombre de voix qui est Napoléon III, qui d'abord se fait élire et ensuite, une fois à l'intérieur du pouvoir, va mettre de côté la République très rapidement. Alors sans faire d'analogie historique, qu'est-ce qu'on peut penser comment penser, est-ce que ce scénario qu'on a déjà pu, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui? Alors peut-être d'abord sur le cas Zemmour, ce qui est vrai, c'est que son décrochage sondagier, et puis donc du coup à la fin dans les urnes, se produit au moment de l'invasion de l'Ukraine. Donc nous à l'IFOP, on avait en bon français un sondage qui s'appelle Rolling, donc un sondage en continu qui était publié chaque jour, et le 24 février, les intentions de vote donnent Éric Zemmour à 16% et Marine Le Pen à 16 ou 16,5%. Donc ils étaient à touche-touche, Emmanuel Macron était au-dessus. Et ensuite, il va dévisser sans jamais avoir la capacité de remonter. Donc évidemment, cette crise internationale lui a été très néfaste, sachant que ce caractère néfaste a été renforcé par les réactions de l'individu lui-même, quand il a dit hors de question qu'on accueille des Ukrainiennes, même avec des enfants, etc., etc. Et quelque part, il avait été touché aussi sur son cœur de métier, si je puis dire, puisque beaucoup de son lectorat qui s'apprêtait à se transformer en électorat appréciait en lui un espèce de nouveau Jacques Bainville, hein, ce penseur de l'action française, en disant que c'était un grand géopolitologue qui connaissait très bien les rapports de force, et quelques semaines avant, il avait dit « jamais Poutine n'attaquera ». Et donc quand vous êtes pris à défaut sur votre cœur de métier, c'est un peu compliqué. Si on met ça de côté,
certes, il a échoué, mais il avait déjà connu, depuis le début de son lancement de campagne, à l'automne 2021, deux décrochages dans les sondages. Le premier en novembre 2021, au moment de la prime, enfin ce qu'on va appeler, pour faire vite, la primaire des Républicains, où là, il y a un moment Pécresse, qui ne va pas être très long, mais il y a toute une attention médiatique, et là, il descend. Et puis, il y en a, mais il va remonter ensuite. Et il y a un autre moment, au début, au mois de janvier, quand il fait une sortie très controversée sur l'accueil des enfants handicapés dans les écoles. Et donc là, il descend. Et nous, historiquement, est-ce qu'il y a des lois? Parce qu'on se disait que quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui était inconnu, ne pouvait pas être élu président, donc il a été élu. Donc est-ce qu'il y a des lois? Je ne sais pas. Mais historiquement, ce qu'on constatait, c'est que dans une campagne électorale, quand quelqu'un dévisse, il ne remonte pas. Et donc il a dévissé 2 fois. La 3e lui a été fatale, mais il était remonté. Et ça dit quand même que le message qu'il a porté a rencontré un écho dans toute une partie de la population. Quand nous, on sonde des échantillons représentatifs sur la thèse du grand remplacement, il y a une majorité de Français qui considèrent que c'est en marche, sans jeu de mots. Et donc, il a touché un point extrêmement sensible, même s'il avait sans doute pas l'équation personnelle suffisante, pas les équipes, parce que le Front National, on va y revenir, le Rassemblement National, c'est pas une machine de guerre, mais il y a quand même quelques élus, il y a une marque, etc., et que lui, il était quand même assez seul. Et donc, ça n'a pas suffi. Néanmoins, historiquement, il a pesé par ses écrits et ses propos, et là, il a pesé aussi par sa campagne, c'est-à-dire qu'il a installé dans le champ des idées un certain nombre de diagnostics et de thèses qu'on va retrouver. Alors, j'en arrive maintenant à la question du Rassemblement national. Nous, avant l'élection de 2022, les gens s'inquiétaient, etc., enfin certains, nous, on ne pensait pas que Marine Le Pen pourrait gagner cette élection présidentielle. Et si je résume d'une formule, en disant que le pays n'était pas mûr, ou pas, la situation n'était pas assez décomposée pour cela. Néanmoins, je considère qu'on est passé très vite sur les résultats du 2e tour. Marine Le Pen fait quand même 41,5% des voix au 2e tour, ce qui est colossal. Si on met les choses en perspective, la première fois qu'un Le Pen arrive au 2e tour, c'est en 2002, il y a 20 ans. Jean-Marie Le Pen a 20 millions de voix de retard sur Jacques Chirac au 2e tour. En 2017, première qualification de Marine Le Pen au 2e tour, il y a 11 millions de voix d'écart avec Macron. Et cette année, il y avait 5,5 millions 100 000 voix d'écart. Alors les sondeurs, ils aiment bien faire des courbes linéaires. L'histoire ne se passe pas comme ça. Il y a des effets très très contrastés qui peuvent intervenir. Néanmoins, on voit qu'il se passe des choses. Et il y a une dynamique qui est porteuse structurellement pour le Rassemblement national autour de la question de l'immigration. On a parlé du grand remplacement. Regardez ce qui se passe sur le front de la délinquance, ce qu'on a vécu cet été, ce qu'on vit tous les jours. Alors là aussi, en fonction des médias que vous lisez, des chaînes que vous regardez, nous évoluons de plus en plus dans une France en silo ou en millefeuille qui ne vit pas les mêmes réalités. C'est-à-dire qu'au 2e tour de l'élection présidentielle, quand on interroge les Français sur quels ont été les sujets déterminants dans votre vote, la question de la lutte contre la délinquance arrive en tête, à 1 ou 2 points près, je le concède, du pouvoir d'achat. Dans l'électorat, les 42% qui ont voté Le Pen, ce thème arrive en 8 ou 9e position dans l'électorat qui a voté pour Emmanuel Macron au 2e tour. Donc il y a un écart, il y a 40 points d'écart en termes de réponse entre les deux électorats. Mais cette question de la délinquance, quand vous regardez comment les choses ont évolué par rapport à 2002, on a des franchissements de seuil qui sont assez stupéfiants. Qu'il s'agisse des violences urbaines, c'est-à-dire des choses qui étaient tout à fait exceptionnelles, qui se sont complètement banalisées. Maintenant, il ne se passe pas 15 jours sans qu'il y ait un commissariat qui se fasse attaquer au mortier, etc. Dans les centaines de points de deal de France, on demande la carte d'identité des habitants de l'immeuble et les dealers font le portier, etc., etc.
Donc il y a la question de l'immigration, la question de l'insécurité, les insécurités économiques et sociales avec les tensions sur le pouvoir d'achat. Et donc moi je considère qu'on a un climat qui est porteur structurellement pour le Rassemblement national. Sur le plan politique, constitutionnellement parlant, Emmanuel Macron ne peut pas briguer un 3e mandat. Jean-Luc Mélenchon nous a dit qu'il souhaitait être remplacé. On verra si le souhait tient jusqu'à la prochaine échéance. Et donc on va voir un paysage électoral, politique, qui risque d'être quand même assez reconfiguré. Et Marine Le Pen, elle n'a pas renoncé à y aller. Vous ajoutez à ça, autre ingrédient, le fait qu'il y ait 89 députés du Rassemblement national à l'Assemblée. Ça s'est jamais vu. 89 députés, ça veut dire 250 collaborateurs. Ça veut dire 10 millions d'euros de financement public par an. Donc, s'ils ne sont pas trop manches, ils peuvent transformer ça en une véritable machine de guerre. On fait un shadow cabinet. À côté de Marine Le Pen, il y a une quinzaine de figures qui émergent et qui sont identifiées, qui sur la sécurité, qui sur l'immigration. Bon, c'est plutôt leur créneau, mais ensuite sur l'économie, l'aménagement du territoire, etc., etc. Des gens qui bossent. Et donc, si vous mettez côte à côte ces moyens financiers et humains et cette dynamique d'opinion, je n'ai pas dit que c'est gagné, mais il faudrait être beaucoup moins catégorique que nous l'avons été par le passé. Maintenant, il y a une autre option qui est possible, à laquelle le Front National nous a historiquement habitués, c'est que les 10 millions et tous les postes, tout ça, ça parte dans le népotisme, le copinage, l'amateurisme, les scandales, et que donc la fusée se fasse pchit, ce qui n'est pas du tout à écarter comme hypothèse. Mais à l'heure où on se parle, au regard de ces éléments-là, voilà. Et encore une fois, 42% dans un deuxième tour, c'est colossal en fait. Très bien. Alors on va terminer, avant de donner la parole à la salle, je vais revenir avec Laure Mandeville, qui dans son livre aborde d'autres pays que la France, où c'est pas du tout le même paysage, je dirais presque le paysage inversé, si j'ose dire, notamment la Pologne et la Bulgarie. Non, la Pologne et la Hongrie. La Hongrie, pardon. La Pologne et la Hongrie, et de ce point de vue-là, vous dites même dans ce livre, on parle souvent de dérive autoritaire, mais là, on a l'impression d'avoir affaire à des États non libéraux qui s'affirment, qui sont revendiqués comme tels, qui se revendiquent comme antilibéraux. Alors ça veut dire quoi, cet antilibéralisme dont ils se revendiquent? Et vous déclarez aussi à propos de la Hongrie, une citation dans votre livre, « Nous n'avons pas envie que nos villes commencent à ressembler aux banlieues de Paris ou de Marseille, ni de devoir subir le terrorisme islamique. » Alors ça, c'est assez clair. D'ailleurs, j'avais rencontré quelques Français qui avaient dit au moins, si on pouvait partir là-bas, on serait tranquille, on va retrouver une espèce d'image de la France des années 60, il n'y a pas de multiculturalisme, on est en sécurité, on est bien, etc. Avec ce qui se passe dans les pays de l'Est, ce déménagement pour la retraite peut être un peu remis en question. Enfin, alors il y a aussi, ça c'est une citation, mais il y en a une autre que vous citez qui est quand même extraordinaire, c'est à propos de l'exaltation de la nation. Et nous avons la bénédiction de la Providence, ça c'est la Hongrie. La Hongrie avant tout est Dieu au-dessus de nous tous, avec une identité, une défense de l'identité chrétienne du pays. La chrétienté est le dernier rempart contre l'islamisation rampante. Alors, bon, je ne vais pas continuer sur ce terrain-là. Il y a quelqu'un qui s'appelle, un livre, je vous en avais parlé, Anne Applebaum, La démocratie en déclin, réflexion sur la tentative autoritaire, qui met fortement l'accent sur ce qui représente plus que des dérives autoritaires. Et notamment, bon, elle parle de la mainmise sur un certain nombre de médias d'État, la mainmise sur la justice, des campagnes quand même, elle cite les élections, ça je crois que je ne sais plus, c'était en Pologne, les élections législatives de 2019 où la télévision d'État polonaise diffuse un documentaire exposant un plan secret LGTB qui sape pour saper la Pologne. Et elle dit, il y a toute une tournure d'esprit qu'ont pris les journalistes, d'ailleurs c'est marrant, parce que c'est quasiment l'inverse, de journalistes militants, nous on a affaire à des journalistes militants qui seraient plutôt, je vais dire, de gauche, gauchisme culturel dominant, au moins dans les médias publics, alors que là, les médias publics sont quand même en liaison très étroite avec le pouvoir politique qui lui-même combat, si j'ose dire, appelons-le comme ça, ce gauchisme culturel. Alors la question est très simple.
Comment vous percevez d'abord ces fractures dans les pays de l'Est, et qu'est-ce que vous pensez des critiques, justement? On insiste beaucoup sur ces États non libéraux, attention, etc. Comment vous voyez les choses? Et puis, je voudrais, pour terminer, parce qu'on a parlé des fractures en France, mais aussi au niveau de l'Union européenne, c'est qu'il est difficile aujourd'hui de parler de la crise de la démocratie sans parler de la guerre en Ukraine. Voilà, donc comment tout ça se redéfinit? Et d'abord, comment vous voyez l'image inversée de ce qui a été dit et qui existe dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, ce qui pose d'ailleurs des fractures internes à l'Union européenne. Là, on parlait de difficulté à voir des choses, mais là, ça se recoupe. Et je ne parle pas de la question ukrainienne, parce que ce n'est pas la même position non plus. Non. Donc là aussi, on a à faire quelque chose qui paraît très morcelé. Oui. Donc, pour résumer, parce que c'est un sujet très complexe, en fait, c'est vrai que je crois qu'il y a, pour comprendre en fait ce qui se passe en Pologne et en Hongrie, qui sont devenus les sortes de têtes de turc en fait de l'Union européenne, c'est qu'il y a une double rébellion là-bas. Il y a une rébellion contre l'idée que la nation est bonne à mettre à la poubelle et qu'on est rentré dans le post-national. C'est-à-dire qu'il y a eu un malentendu, je pense, majeur entre l'Europe centrale et Bruxelles et l'Union européenne quand ces pays ont été intégrés, puisque pour ces pays, rentrer dans l'Union européenne ne signifiait certainement pas aller vers le post-national et vers ce projet qui, même s'il est non dit, est dans la tête de tout, je dirais depuis au moins 30 ans, de toute la classe politique française, par exemple, qui l'a formaté, c'est que nous sommes en marche vers une forme d'Europe qui, peu à peu, irait vers une forme de pouvoir supranational de plus en plus important. Et donc, et l'idéologie en fait de nos élites, c'est quand même depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à cause des excès, des horreurs qu'a amené l'impérialisme et le nationalisme d'Hitler notamment, il y a cette idée que la nation est dangereuse, que la nation est mauvaise. Et donc, l'Europe centrale, elle, ne le considèrent pas, au contraire, c'est-à-dire qu'eux, ils estiment qu'ils ont été dans une prison des peuples, qui était le camp soviétique, où leur souveraineté est devenue non existante, même si elle était exprimée comme souveraineté limitée dans la doctrine Brejnev. Et donc, pour eux, l'Union européenne leur offrait un havre et une protection avec l'OTAN pour justement défendre leur nation. Et donc, évidemment, au moment où nous on va vers le pass national et eux récupèrent les attributs de leur souveraineté, il était presque inévitable qu'il y ait un choc, disons, intellectuel, idéologique et politique. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, dans la plupart de ces pays, vous avez eu d'abord des élites, disons, post-communistes, enfin, soit post-communistes, soit, disons, centristes et libérales de gauche qui ont dominé en fait à l'intérieur de ces pays. Et donc il y a eu une phase, disons, de retrouvailles et presque de mimétisme. C'est ce que Ivan Krastev appelle une sorte de mimétisme, d'imitation mimétique de l'Occident, où il fallait être absolument les bons élèves, faire tout comme on nous disait de faire, etc. Et ils ont rempli toutes les normes, ils ont essayé de s'adapter, etc. Mais à partir d'un certain moment, on sent qu'ils regardent, et notamment, je dirais, à partir de 2008, au moment où il y a la crise financière qui déboule et qui submerge en fait le monde, mais aussi l'Europe, ces pays-là commencent à s'interroger sur les recettes et la manière de gouverner, ce que je vous disais tout à l'heure, de leurs guides et de leurs maîtres européens. Et vous avez notamment, dans le cas d'Orban par exemple, qui en 1989 est quelqu'un qui est vraiment une sorte d'enfant chéri de l'Occident. Il est envoyé par George Soros lui-même étudier avec une bourse. Il se dresse contre les chars soviétiques. Il est vraiment absolument euphorique à l'idée de rejoindre la famille européenne. Mais le temps passant, il en vient à l'idée
que l'Europe, avec ce tropisme post-national pro-immigrationniste et aussi progressiste, représente, dans une certaine manière, un danger pour la culture et la continuité de la culture hongroise. Et donc, il va se lancer dans sa fameuse, disons, presque, c'est pas un divorce, mais une sorte de rébellion idéologique et politique contre l'Ouest. Ce qui se passe en même temps, c'est qu'il s'agit évidemment donc il arrive au pouvoir, il commence à ruer dans les brancards, et il le fait, il profite en fait du post-communisme, de ce que j'appelle moi le post-communisme, c'est-à-dire cette capacité on est dans des institutions qui ne sont pas encore complètement stabilisées, avec des pratiques de népotisme, de corruption, et lui, il profite en fait de sa popularité pour utiliser en fait les institutions, pour asseoir son pouvoir, et il le fait d'autant plus qu'il se sent légitime à mener cette bataille idéologique. En d'autres termes, il y a deux sujets en un dans cette affaire. Il y a la question des dérives de l'état de droit, qui sont réelles, où il essaie de faire en sorte que les juges, justement, qui pourraient être en désaccord avec ses idées, soient mis de côté. Peu à peu, il met en place des médias à sa main, il rachète les grands médias d'État. Il le fait, en fait, aussi dans une bataille contre ce qu'il estime être une influence excessive de l'Occident et de l'Europe, qui a racheté les grandes chaînes de télé, l'Allemagne a racheté toutes les grandes entreprises. Donc il veut en fait redonner une marge de manœuvre à la Hongrie, et il le fait de manière autoritaire, brutale, avec effectivement des dérapages sur l'état de droit. D'où la tension en fait qui naît avec Bruxelles. Mais le problème, c'est que dans l'attitude en fait des Européens, il n'y a pas de distinction qui est faite, et c'est ça un des problèmes qui se pose aujourd'hui avec la Pologne et avec la Hongrie, où on a vu en Pologne un peu le même genre de situation, sauf que la Pologne, c'est quand même un État, je dirais, où la situation politique rappelle plus celle des États-Unis, c'est-à-dire que c'est une scène divisée complètement, avec une droite et une gauche, et qui se font face. Donc disons que l'opposition est beaucoup plus forte qu'elle ne l'est en Hongrie, où il a quand même mis la main, disons, sur la scène politique, et même si on est arrivé à ce que l'opposition aujourd'hui s'allie pour lui faire face, ils n'ont pas réussi quand même à gagner, parce que maintenant il a modifié le système politique, il donnait la faveur à celui qui est dominant, etc., etc. Donc, mais pour résumer tout ça, je crois que si encore beaucoup de gens soutiennent Orban et soutiennent le gouvernement de la progrès et justice, droit et justice, excusez-moi, en Pologne, c'est parce que ils sont en accord avec la bataille idéologique et culturelle qui est menée contre l'Europe de l'Ouest. Et comme vous l'avez dit, il y a une terreur de la disparition dans ces pays qui ont été justement occupés à de nombreuses périodes de leur histoire, qui ont, dans le cas de la Pologne, disparu de la carte pendant plus d'un siècle, et qui ne veulent pas se retrouver dans une situation où ils ne veulent pas en fait que leur pays devienne un pays d'immigration, et notamment d'immigration musulmane. Ce sont des pays, la Pologne est un pays profondément encore catholique, religieux, avec des valeurs qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, enfin pas exactement en tout cas, où ils sont plus conservateurs, il y a un consensus qui est différent, et donc je crois que c'est pour ça qu'il y a eu cette espèce de levée de bouclier contre l'idéologie woke, la question du genre, les LGBT, les lobbies. Et ils voient aussi ce qui se passe à Bruxelles, qui est devenu quand même, quand on voit le Parlement européen, un Parlement où les lobbies des minorités jouent un rôle absolument clé dans la mise en place de l'agenda européen. Et donc ils se disent, pourquoi est-ce qu'on devrait être d'accord avec un agenda de valeurs qui ne reflète pas d'ailleurs la totalité, même la majorité des pays d'Europe de l'Ouest.
Et donc, je pense que ça, c'est très important. Et ça me ramène d'ailleurs à ce que vous disiez, c'est-à-dire que sur le côté de l'Europe de l'Ouest et de la France notamment, c'est que la situation n'est plus en fait une situation de dichotomie entre une méchante Europe centrale et orientale qui aurait tout faux et une Europe occidentale qui resterait un berceau des valeurs. On voit bien en fait qu'ici il y a une contestation et presque aussi une insurrection, une colère absolument gigantesque qui traverse le spectre politique. Et le phénomène Zemmour, c'est effectivement, ça a été la manifestation de cette, je dirais, de cette rébellion, même s'il a finalement perdu à cause de la Russie, et aussi, me semble-t-il, je voulais ajouter pour moi, ce que j'ai vu sur le terrain, parce que j'ai beaucoup été dans ces meetings, c'est que les Français sont d'accord avec lui, une majorité sans doute de Français, ça apparaît dans les sondages de la Fondapol, de plein de sondages sur les questions régaliennes, mais ils ont peur, ils ont encore plus peur de la guerre civile qu'ils n'ont peur de la direction stratégique dans laquelle le pays est engagé, justement avec l'immigration, etc. Et donc, cette peur de la guerre civile fait qu'ils ont botté en touche et qu'ils ont voté sur le pouvoir d'achat, qui était pourtant pas pour eux le sujet fondamental à mon avis. Bien. Écoutez, je vous remercie.